Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Nous sommes le 12 août 2026. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse. Oui, il y a 27 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la journée du 4 août comme Journée internationale de la jeunesse. Dans notre émission de ce soir, nous allons parler de la jeunesse algérienne, bien évidemment, de cette catégorie qu'on nous vante dans tous les discours politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou du gouvernement et ses partis. La jeunesse algérienne jouit-elle de tous ses droits? Pourquoi de nombreux jeunes préfèrent aujourd'hui quitter le pays au péril de leur vie? Quelle perspective en dehors des prisons et de la harga pour cette jeunesse qui représente près d'un quart de la population? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Restez avec nous. À tout de suite. Pour en parler ce soir avec nous depuis l'Algérie, Boualem Ziani, syndicaliste. Boualem, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir pensé à moi, à m'inviter à cette émission. Mer- Merci à vous d'être des nôtres. Et Dis-moi, hein. depuis Paris, via Zoom, Mohamed Hanish, acteur associatif. Mohamed, bonsoir et merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation et félicitations pour votre invité de tous les spectateurs qui regardent cette émission. Merci à vous. Avant de commencer cette émission, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à mon confrère, à mon ami, Djemeldine Benchenouf, qui vient de perdre sa chère maman. Que Dieu ait son âme. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Boualem Ziani, je reviens directement vers vous. Vous êtes en Algérie. Vous fréquentez la jeunesse algérienne, vous la côtoyez quotidiennement. Qu'est-ce que vous inspire cette journée du 4 août instituée par l'Assemblée des Nations unies comme journée internationale de la jeunesse? C'est vrai, c'est le 12 août, c'est une journée internationale. Globalement, euh, cette jeunesse, c'est une frange d'âge dans la vie d'une personne sur Terre qui, normalement, qui existe un peu. Une frange, il y a la jeunesse, il y a les adolescents, il y a les jeunes scolarisés, il y a les universitaires, etc. Il y a des gens qui sont là, ils ont besoin des besoins de chance, etc. Je peux pas, je veux dire, tout d'abord, un micro plus à notre ami Benchenouf, on l'appelle sa maman. Et je rappelle qu'à un certain temps, les années 90, on les appelait les hitistes. Ça veut dire c'est les gens qui tiennent le mieux parce qu'il y a un Tout chômage, à il fait. y a un truc qu'il faut qu'on rappelle un peu l'histoire de notre triste jeunesse. Réellement, si on fait un peu l'introspection comme ça, historique, de la vie de la jeunesse, chaque période, ça son lot de problèmes. Maintenant, actuellement, si nous avons le problème qui pèse sur nous, c'est la jeunesse, c'est les deux fléaux, le fléau de la drogue, les psychotropes, etc., etc. Et le fléau de la fuite, comme la fuite, ça veut dire ce qu'on appelle haraga. C'est le haraga, voilà, c'est la vie de notre jeunesse globalement. Mais il faut dire une chose, que la jeunesse algérienne, lorsqu'on lui donne des moyens, lorsqu'on lui donne les moyens, on lui fait confiance, il peut faire des miracles. Le monde, avec le minimum des moyens, il peut faire des miracles. Sans oublier, nous avons une jeunesse sportive, c'est-à-dire
voilà, à l'exemple de l'équipe nationale féminine qui est qualifiée, etc., qui est des miracles, c'est des jeunes, etc. Et en parallèle, cette gestion autoritaire de la jeunesse, cet esprit-là de patriotisme, quelque part, nous avons une société un peu traditionnelle, toujours il y a cet esprit patriotique, patriarcal globalement sur la société, et toujours ils doivent atteindre ça veut dire il est doublement notre jeunesse puni par les contraintes sociales, à savoir la famille, les professionnels, et puni encore par l'État dans sa globalité qui n'a pas donné les moyens, soit sur la formation, soit pour des perspectives de travail et de stabilisation, etc. C'est pour ça qu'il y a un peu des problèmes de. Avant, c'est les hétis parce que le chômage, maintenant, c'est la gamme et les psychotropes et trucs. Alors que normalement, l'État doit encadrer un peu cette jeunesse, encadrer d'une manière, c'est pas encadrer au sens oppressif, hein, il faut les encadrer, avoir des moyens de son émancipation. C'est important d'avoir une jeunesse émancipée, c'est important d'avoir une jeunesse qui a un savoir-faire des métiers, c'est important d'avoir une jeunesse cultivée, c'est important d'avoir une jeunesse épanouie sur le plan social, etc. C'est important encore d'avoir une jeunesse qui pense qu'il n'y aura pas de problème, ça veut dire, à l'avenir, ça veut dire au futur, à savoir, lorsqu'il sort de sa formation, il est formé, soit dans les centres de formation, il faut avoir des centres de formation de qualité, parce que les gens qui réussissent un peu dans les études, avoir le bac, avoir le diplôme, demi-marque pour eux, mais les gens qui sont dans ce qu'on appelle c'est des gens qui ont été à côté de la ils doivent être formés dans les centres de formation, et lorsqu'ils sont formés dans les centres de formation, ils doivent avoir des perspectives de travail, d'un travail digne, ce n'est pas un travail d'esclave, etc. Tout ça fait que, c'est pour ça que je reviens, l'État doit prendre en charge. Ce n'est pas dans cette manière d'organiser, ce qu'on appelle un peu le Conseil supérieur de la jeunesse, alors c'est un coup qui est vite, et encore, il est plein de discours avec cette langue de bois qui est un peu la réalité de la jeunesse. C'est un peu c'est On vous entend très mal, Boualem. Je pense qu'on a perdu Boualem Ziani. Mohamed Hanish, vous aussi, vous côtoyez quotidiennement la jeunesse algérienne, j'allais dire, à Paris, notamment à son arrivée en France. Qu'est-ce qui vous marque en premier dans vos échanges avec la jeunesse algérienne qui arrive justement en France? Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire votre intervenant, M. Boualem. Je prends la suite. La jeunesse algérienne, il faut lui tirer chapeau et saluer son énergie et son dynamisme. On l'a vu tout à fait pendant l'indépendance, beaucoup des gens qui ont décidé que l'Algérie soit indépendante, une grande partie, c'est des jeunes Algériens. Et maintenant, actuellement, avec les réseaux sociaux, par exemple, on a vu pendant les 2 semaines où on a vu des incendies qui dépassent toutes les limites, les premiers qui sont partis juste avec leurs mains, des mains nues pour éteindre ces incendies, mais c'est des jeunes Algériens, on les a vus partout en Algérie, dans les montagnes, dans les buissons, dans les forêts. C'est vraiment ça, on ne peut que être Fier. ébloui par cette jeunesse et sa volonté de se mettre en avant. Et nous, ici en France, ben, la jeunesse, on la voit, par exemple, ici dans nos associations, dans nos mosquées, ben, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et nous racontent comment ils ont réussi à venir en Europe en bravant tous les dangers sur ce qu'on appelle maintenant les beautés. Les beautés, vous savez, c'est des embarcations
qui n'ont ni aucun sens. C'est vraiment, il faut être fou ou rempli de courage et de colère pour essayer de traverser la Méditerranée avec des embarcations qui vraiment c'est dérisoire. Donc cette jeunesse, il faut absolument l'écouter, il faut être à son écoute, il ne faut pas la regarder d'en haut, la mépriser et lui donner sa chance. À chaque fois qu'on lui donne sa chance, là je rejoins Boualem, ce qu'il vient de dire, que ce soit dans les événements sportifs, ben, c'est extraordinaire. Là on a vu en U17 avant-hier un jeune Algérien qui est classé premier sur le saut en hauteur. Les performances de l'équipe nationale féminine, pour la première fois, on lui donne une chance à la jeunesse féminine algérienne. Ben, on voit qu'elle est là, elle est présente, elle participe à élever, améliorer l'image de l'Algérie. Donc, il faut s'inscrire dans cette direction-là. Et il faut, alhamdoulilah, l'Algérie, ainsi que, on va dire, la grande partie des pays du Sud, le, il y a une présence dans la pyramide démographique de la jeunesse qui est très, très présente. Je ne me rappelle plus des chiffres. Avant, c'était 70 de jeunes. Je ne sais plus maintenant, je pense que ce n'est pas très loin. Donc, il faut qu'on donne la chance à cette jeunesse et qu'on construise notre avenir sur cette dynamique de la jeunesse algérienne. Super, merci beaucoup, Monsieur Hanish. Boualem Ziani, vous êtes syndicaliste. On a toujours blâmé les autorités de ne pas prendre en charge la jeunesse algérienne. Est-ce que la jeunesse algérienne est prise en charge aujourd'hui par les syndicats, par les partis politiques? Et est-ce que cette jeunesse, justement, s'intéresse au travail syndical et au travail politique sur le terrain? Ah, c'est comme les anciens, ça lors de Hirak, ça veut dire comment la jeunesse s'est engagée. Ça veut dire, là, on a découvert un peu le contexte, ce qu'on disait, ce qu'on pensait par rapport à notre jeunesse, qui était intéressée par rapport à la société politique, etc. Mais les événements de Hirak nous ont montré qu'ils sont trop politiques. Ça veut dire c'est des gens qui suivent les événements, qu'ils veulent un peu qu'il y ait de mieux dans la situation politique, qui espérait beaucoup plus ça veut dire un changement positif dans leur vie quotidienne, soit sociale, soit économique, soit dans la vie quotidienne, culturelle, sportive, etc. Ça veut dire, nous avons vu comment la jeunesse pense, comment ils sont engagés, comment c'est la fin des marches de Hirak, etc., qui de nettoyer, pour avoir des villes propres, ne pas laisser de monter les satisfactions et de changement, c'est eux qui essayent d'être peut-être les bouteilles d'eau, etc., etc. Voilà, une jeunesse qui essaye de faire des choses. Mais dommage, on ne les a pas écoutés, on ne nous a pas écoutés. Autoritaire des choses, il y a cette vision Monsieur Ziani, c'est-à-dire Monsieur Ziani, c'est-à-dire cette jeunesse, lorsqu'on lui donne la chance, elle est là, elle peut faire des miracles. Bien sûr, c'est clair. Elle n'a rien dans la jeunesse algérienne, dans l'histoire. Si on peut rappeler un peu la révolution algérienne, c'est des jeunes de 19 ans, 20 ans, 25 ans, etc., qui ont pris le destin historique en main, hein, et en continuité. Ça veut dire, dans toutes les choses dans l'histoire, c'est la jeunesse. C'est une minorité, certes, mais qui peut faire changer les choses. Est-ce qu'actuellement, dans la 2026, est-ce qu'ils s'intéressent beaucoup à la politique? On n'a pas vu, parce qu'ils ne s'intéressent pas engagés, parce qu'ils ne montrent pas. Et ne montrent pas, vu cette répression qui se passe sur nous, hein, globalement. Hein. Ça veut dire, avant, au moins, nous avons des associations, dans les associations, ça veut dire qui organisent des choses. Nous avons vu des associations qui s'intéressent à la vie politique, ça veut dire qui s'intéressent à la vie sociale, en parallèle, ils s'intéressent au changement de leur situation vécue. Bien, est-ce que cette jeunesse-là, ils s'engagent actuellement, la situation-là, le jour d'aujourd'hui, ils s'engagent lorsqu'ils sont touchés. Maintenant, à l'exemple
à l'exemple des universitaires diplômés qui cherchent un peu, ils s'organisent, ils essaient ces jours-ci, il y a des rassemblements pour que, notamment dans le secteur de l'éducation, qui essayent d'arracher un peu l'intégration, etc. Ça veut dire d'arracher un peu un poste d'emploi, alors que la Constitution garantit garantit un poste d'emploi, mais nous avons des dans les réseaux sociaux, dans les rassemblements, dans les trucs qui portent des trucs, ils essaient de s'engager pour réguler la situation sociale. Ça, c'est connu. Parce qu'ils sont engagés dans la politique comme avant les années 90, les années, juste après 88, ça veut dire dans les formations, dans les engagements, ce qui me manque. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit l'État doit prendre en charge, cette frange qui est la jeunesse, mais il doit être suivi un peu par l'encadrement juridique, c'est-à-dire des textes de loi qui permettent un peu la liberté d'expression, qui permettent un peu la liberté d'initiative pour la jeunesse. Il faut qu'on libère la jeunesse. Mais lorsqu'il y a des textes de loi aussi répressifs pour créer une association, il y a toute une démarche administrative, etc., alors que la jeunesse, il est connu beaucoup plus pour sa liberté, c'est-à-dire beaucoup plus anticonformiste et anti-bureaucratique. Ça veut dire qu'on doit un peu faciliter pour avoir l'émergence d'une jeunesse qui va prendre son charge. C'est pas comme ça qu'on encadre par le Conseil supérieur de la jeunesse, mais on va les libérer des initiatives et on libère les initiatives, on donne les espaces. Les espaces, ça veut dire par exemple, maison de jeunes, maison d'association, maison culturelle, il faut les ouvrir, les théâtres, etc. Dans les villages, dans les quartiers, il faut construire tout ça et être accompagné par ça veut dire les textes juridiques qui permettent un peu leur autonomie, leur expression libre. Et ce qui est important, ça veut dire qu'on lui permet un peu de la garantie. Ils ne seront pas reprimés lorsqu'ils s'expriment librement de manière artistique ou de manière culturelle, etc. Et ils sont libres d'organiser leur vie, bien sûr, avec à leur manière. d'organiser leur vie quotidienne. Non, exemple, actuellement, ce qui est facile pour la jeunesse, c'est pour moi qu'il faut pas qu'il se passe à partir des écoles, etc., dans le quartier, etc. Mais des clubs de lecture, on a besoin de cercles, on a besoin des gens qui vont la randonnée. Il faut à s'exprimer librement. Et ce qu'il montre actuellement, il faut que les décideurs comprennent qu'on doit libérer la jeunesse. Parce que le libérer, on ne peut pas compter, on ne peut pas On vous entend très mal, Boualem. On vous entend très mal. On va régler. La régie va régler ce problème parce qu'on vous entend très très mal. Avant de redonner la parole à M. Hanniche, j'aimerais qu'on écoute ensemble une ancienne ministre parler justement de l'âge de la jeunesse. On l'écoute. C'est vrai que tout le monde parle de jeunes ministres. Je suis peut-être la plus jeune, mais je ne suis pas, dans l'absolu, je ne suis pas très jeune. 36 ans, c'est pas jeune. C'est jeune quand même, 36 ans. 36 ans, c'est jeune dans la mesure où c'est pas vieux. 36 ans, je crois qu'à 36 ans, on en a vu des gens qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui ont fait la révolution. Ça, c'était avant. Donc, personnellement, je ne me sens pas aussi jeune que ce que les gens l'entendent. Monsieur Hanniche, on n'est pas jeune à 36 ans et on est jeune dans la mesure où on n'est pas vieux. C'est Houda Iman Feraoun, ancien ministre des Télécommunications sous le 4e mandat de Bouteflika. Aujourd'hui, il est en prison. Quel est votre commentaire? Je ne veux pas dire que la jeunesse, c'est dans la tête. Mais c'est vrai. Et il faut savoir que le colonel Amiroche était colonel à l'âge de 27 ans. Et Hossein Ahmed a écrit le rapport de Zdine à l'âge de 22 ans. Exactement. Et que depuis les premières heures de la révolution algérienne, on a vu beaucoup de colonels ou de maquisards très très jeunes, moins de 20 ans qui se sont engagés. Il y a l'ancien ministre de l'Éducation, Taleb Ibrahimi, j'ai lu un petit peu ses interviews. Il a dit qu'il s'est engagé
la Révolution alors qu'il était étudiant. Il était en tant qu'étudiant, il s'est engagé. On citera aussi Bouteflika, qui était ministre, je ne sais plus, à un âge vraiment très, très bas, 20 ans et quelques. Donc, on a beaucoup d'exemples positifs, mais ce qu'il faut maintenant, l'Algérie n'a pas besoin d'exemples. Elle a déjà donné des bons exemples de ministres très jeunes qu'on a mis en avant. Là, maintenant, il faut que ça soit une envergure. Il faut que cette confiance donnée aux jeunes, il faut que ça soit donné à la masse, pas à quelques cas pour faire d'eux des égéries et des symboles qu'on va afficher dans l'international et tout. Ça, l'Algérie n'a pas besoin de ça. L'Algérie a besoin de donner confiance à sa jeunesse dans sa masse, dans sa globalité, dans sa diversité et surtout dans les zones rurales. Puisque l'Algérie aussi, ce n'est pas que les grandes villes, les 4 ou 5 grandes villes de l'Algérie, mais l'Algérie aussi est fière avec sa richesse de sa jeunesse dans les zones ruraux. Et ça, il faut qu'ils puissent bénéficier de la richesse de l'Algérie économique et des opportunités. Il faut qu'on leur donne leur chance. Moi, je ne suis pas là pour donner qu'une image négative. C'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, les haragas et tout, ça nous fait mal dans le cœur. Lorsqu'on voit, puisque nous, on vit ici en France, certains partis qui sont dans l'algérophobie et détestent l'Algérie, ils profitent de ça pour insulter l'Algérie et essayer de donner des mauvais exemples sur notre pays. Donc, il faut que nous, on essaye d'inverser la chose. Nous, je parle des acteurs associatifs et des autorités, il faut qu'on inverse les choses et il faut qu'on montre que l'Algérie est grande avec sa jeunesse, pas que dans les moments difficiles, que ce soit les incendies, que là on voit les images sur votre écran, mais dans tout, la jeunesse peut apporter beaucoup à l'Algérie et surtout on a la chance d'avoir une pyramide inversée avec une présence, forte de la jeunesse algérienne. Monsieur Hannij, Boualem Ziani a parlé de la liberté associative et culturelle et comment peut-on encadrer cette jeunesse justement avec la création des associations, etc. Est-ce que vous savez que l'association, par exemple, SOS Babloued, qui encadre justement la jeunesse dans un quartier populaire mythique et très connu dans l'Algérois, cette association a été dissoute, son président a fait de la prison. Et est-ce que c'est par ces pratiques, c'est à travers ces pratiques qu'on peut encadrer la jeunesse des quartiers populaires, par exemple, en Algérie? Ouais. Le problème, c'est vrai, on voit, même ici en France, on voit qu'il y a une méfiance des autorités par rapport à la jeunesse et qu'on lui associe tous les dangers à cette jeunesse, qu'elle est irresponsable, qu'elle peut être manipulable et tout. Je crois pas que c'est la bonne réaction à faire par rapport à la jeunesse. C'est plutôt l'accompagner, dialoguer avec elle, lui donner des opportunités, l'écouter et être à son écoute. On était tous des jeunes. La jeunesse, c'est être vogue, être prêt à défier, à prendre des risques, à aller vers le danger. C'est ça la jeunesse. Donc il faut que nous, on fasse confiance à notre jeunesse. Il faut savoir une chose, en Algérie, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui ont été faites, par exemple l'allocation chômage, qui est quelque chose qui est extraordinaire. Et il faut la saluer ce type de choses-là, mais il faut aller au-delà, faire confiance à cette jeunesse, l'écouter. Par exemple, moi, ce que j'ai vu, il y a une association en Algérie qui s'appelle Baraka. C'est une association humanitaire de solidarité internationale. J'ai vu que, par exemple, sur la Palestine, elle a fait quelque chose d'extraordinaire qui a dépassé même les organisations nationales et des ministères. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Lorsqu'on fait confiance à notre jeunesse, il faut lui donner des opportunités. Et il n'y a pas que le sport. Le sport, c'est bien. On a vu que cette jeunesse peut élever le drapeau de l'Algérie très haut. Et dans l'associatif, comme vous venez de dire, dans l'humanitaire, dans la solidarité, par exemple, permettez-moi d'évoquer
il y a quelques mois, il y avait une opération extraordinaire de planter 1 million d'arbres sur l'Algérie. J'ai vu que les jeunes ont dépassé en quelques semaines cet objectif-là pour aller au-delà de 1 million d'arbres. Monsieur Hnish, non, l'objectif d'1 million d'arbres n'a pas été dépassé, n'a même pas été atteint, c'est juste effet d'annonce. Sinon, on ne peut pas planter 1 million d'arbres en Algérie aujourd'hui lorsque l'on sait les difficultés en eau, etc. Il y a tout un processus pour implanter 1 million d'arbres et l'objectif n'a même pas été atteint, alors l'a dépassé. Moi, j'ai pas accès à d'autres données, mais c'est les données que j'ai vues sur les réseaux sociaux, pas sur la chaîne, le journal télévisé, mais sur les réseaux sociaux. J'ai vu un engouement formidable des gens indépendants, vraiment d'ici. J'ai eu les larmes aux yeux de voir notre jeunesse. Si on lui donne une chance, ben, elle est présente. Elle est présente. Ça c'est clair. La jeunesse algérienne, quand on lui donne de la chance, elle fait les miracles. C'est ce qu'on vient de dire. Mais est-ce qu'on a donné tous les moyens à la jeunesse algérienne aujourd'hui pour faire ces miracles? Est-ce qu'on a bien encadré la jeunesse? Lorsqu'on ne les laisse pas créer des associations, leur interdit les moindres, j'allais dire, leurs droits fondamentaux, comment espérer un plus de cette jeunesse? Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne vais pas comme on dit en algérien, on ne va pas c'est-à-dire on ne va pas mettre un voile sur le soleil. J'aimerais bien, j'ai une petite boutade à partager avec vous. J'ai voulu savoir pourquoi ils ont institué cette journée de la jeunesse internationale. C'est l'organisation de l'ONU qui l'a instituée. Et dans le texte, c'est en 1999. Dans le texte, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant pour mettre cette journée et l'appeler la journée de la jeunesse? Ils ont dit qu'il faut qu'on donne la lumière sur les compétences de la jeunesse. La lumière sur les compétences de la jeunesse. Aujourd'hui, vous savez bien, c'est une journée exceptionnelle parce que c'est la journée de l'éclipse. L'éclipse partout, ici en France tout à l'heure, dans quelques heures, ça sera l'éclipse, et partout dans le monde, ça sera plus ou moins visible, c'est une journée de l'éclipse. Regardez, on voulait mettre de cette journée une journée de la lumière. Le bon Dieu, ou en France là, il préfère la phrase la nature a voulu que cette journée soit une journée d'éclipse. Ben, c'est que la jeunesse ne pose pas un problème qu'en Algérie. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça pose problème partout en France, en Europe et tout. Et on a une méfiance par rapport à la jeunesse. Et si vous voyez les lois ici en France ou ailleurs, il y a des lois liberticides, contrôle sur les réseaux sociaux, sur la liberté d'expression. Ça vise essentiellement la jeunesse. Donc, il y a une méfiance de la jeunesse. Le malin, écoutez bien, le malin, c'est celui qui va à l'encontre de cette dynamique. C'est-à-dire, il dit, moi, je ne vais pas contrôler cette jeunesse, je ne vais pas me méfier de cette jeunesse, je vais plutôt lui donner sa chance. Je vais faire confiance à cette jeunesse, et là, vous allez voir que ça va changer énormément. Qui sera celui qui va faire cette jeunesse? Sauf qu'en France, M. Hnish, sauf qu'en France, en 24 heures, vous pouvez enregistrer une association, contrairement à l'Algérie où vous passez par des enquêtes de la police. Si vous êtes militant, votre association ne sera jamais agréée. D'ailleurs, beaucoup d'associations ont été dissoutes. C'est le cas de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains. C'est le cas du Rassemblement Action Jeunesse qui fait dans la conscientisation de la jeunesse algérienne à la citoyenneté. Et c'est le cas de SOS Bab el Oued dont on a parlé. Merci, M. Hnish. Restez avec nous. Nous continuons notre émission et on va maintenant écouter les promesses de Tebboune à la jeunesse algérienne. Inch'Allah, مع بعض هاد الشباب هذا يلقى الخدمة ويلقى الوظائف نتاعو ويخلق لي ستارت اب نتاعو وتكون عنده البنكة الخاصة نتاعو. الشباب الجزائري حاسديننا فيه. حيوية نتاع الشباب هذا كل دول معترفة به. ولازم الناس تخمم، لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة
أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان اللي حرق واللي ما حرقش وهذه 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 وهذه. وراكم تشوفوا الشباب تاعنا اليوم يعني راضيين كل الرضا على بلادهم على وطنهم. Voilà, Mziani, c'était les promesses de Abdelmajid Tebboune lors de sa campagne électorale pour son premier mandat. 7 ans après, il semble être dépassé par ses promesses et il est en train de, quelque part, de les justifier. Qu'est-ce que vous en dites? Et bien sûr, ça veut dire il faut qu'on sache qu'on sommes maintenant, où sont la jeunesse algérienne. Est-ce que réellement, ils sont satisfaits, راضيين على الوضع هذا? Et je pense pas. Je pense pas tout d'abord par rapport à notre vie quotidienne. Ça veut dire nous sommes là en Algérie, nous sommes même dans une ville comme Béjaïa, les méditerranéennes, etc., etc. Mais la jeunesse, il est désespéré. Ça veut dire tout le souhait qu'ils souhaitent sur le changement de leur situation, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Voilà. Ce qu'il leur reste, c'est le haraga. C'est clair. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'à fuir, soit ceux qui ont réussi dans leurs examens, ou bien d'autres jeunes qui sont là au chômage, ils essayent de fuir. Mais sur leur situation, nous avons vu dernièrement ces fléaux-là qui sont dangereux pour notre jeunesse, c'est les fléaux de la drogue, les saros, comment on les appelle tous, c'est danger pour la santé publique, etc. Ça veut dire que tout ça fait que, voilà, notre bilan. Maintenant, est-ce que on continue avec cette politique tout répressif, autoritaire, parce que lorsqu'on dit autoritaire, ça veut dire toutes les décisions prises d'une manière autoritaire, de haut vers le bas. Ils doivent changer un peu leur logistique, leur logiciel de penser la jeunesse, de penser l'avenir, de penser l'espoir. La jeunesse, elle a besoin de liberté. Elle a besoin de la liberté de s'exprimer. Elle a besoin de la liberté d'initiative. Elle a besoin de la liberté de dire ce qu'il pense. Elle a besoin d'une liberté de créer, une liberté de faire son choix, une liberté d'expérimenter. Vous pensez que toutes ces libertés sont garanties en Algérie aujourd'hui? Non, c'est ça le problème. Je veux dire, si on continue comme ça, et c'est malheureux pour notre jeunesse. Tu l'as dit, ça veut dire pour créer une association, même avant, on essaye de créer des associations. Tu passes par l'huissier de justice, tu passes par l'enquête judiciaire, etc. Tu passes par un parcours de combattant, quoi. Un parcours de combattant pour une association de jeunes, et pourtant c'est une association de jeunes de solidarité, d'aide, etc. Nous avons vu l'expérience du Raj. Un certain temps, on a fait tous l'expérience, j'étais un peu militant du Raj des années 90. On a fait des choses, on a fait de la politique parce qu'on disait que la politique s'était imposée à nous. Maintenant, la politique politicienne au sens, on ne s'entend pas, mais au contraire, la politique dans le sens, on s'intéresse à des questions qui traversent la société, qui traversent la cité, qui traversent le choix politique, qui traversent un peu notre Algérie, soit nationale, soit internationale. On était solidaire avec les causes justes à l'état international, mais on était dans le truc sensibilisation sur les flux sociaux, notamment le SIDA, les maladies du siècle, etc. Et on s'intéressait beaucoup plus à une culture, à avoir, ça veut dire une culture politique à la jeunesse, à travers des conférences, à travers des journées, à travers des universités, à travers. Maintenant, est-ce qu'il y a des organisations qui organisent, ça veut dire des organisations qui s'inscrivent dans de lignes politiques, c'est des organisations indépendantes, autonomes dans le sens d'agir, ça veut dire de penser, de réfléchir à leur propre projet, et indépendantes de pouvoir politique et de l'argent. Est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent faire organiser des conférences, ça veut dire les universités actuellement? Et pourtant, normalement, les universités, ça fait réfléchir les projets de société, ça fait réfléchir les problèmes dans la société, ça fait réfléchir le problème de développement et de sous-développement, et de poser des questions et essayer de trouver des solutions. Si elles peuvent, comment on va trouver des solutions? Parce qu'elles nous demandent de trouver des solutions sans débat, sans discussion, sans espace d'échange. Si on n'échange pas sur le problème, si on n'identifie pas les problèmes de la jeunesse,
Comment on va réussir? Nous avons vu nos universités. Avant, il y a des organisations, des comités autonomes, des assemblées générales, des débats, des discussions, des invités de conférenciers en dehors de l'université pour exposer leur point de vue sur toutes les questions qui traversent le monde, qui traversent la société. Et il y a un débat contradictoire où là, les gens apprennent à avoir un métier, à avoir un diplôme. C'est bien, mais apprenons encore à réfléchir à la société, comment la changer, comment la transformer, au moins à comprendre les mouvements dans la société, comment ça marche et quels sont les problèmes, etc. C'est déjà mieux par rapport à la jeunesse. Mais les universités algériennes, elles sont fermées. Bijaya et Tizi Ouzou, qui ont des traditions de la libre organisation, chaque conflit de théâtre, il y a un agent de sécurité ou deux agents de sécurité derrière chaque étudiant. C'est comme ça qu'on va essayer de former l'élite demain. On ne peut pas former l'élite demain lorsqu'il n'y a pas d'espace d'expression. Nous avons eu la chance d'être à l'université dans les années 90, juste après 88, l'ouverture démocratique, où il y a des débats, il y a des discussions, il y a l'engagement politique. On a appris quelque peu à dire, à parler, à apprendre, à lire. Maintenant, est-ce que nous avons, est-ce qu'il y a des clubs de lecture? Si on à l'échelle des universités algériennes, est-ce qu'il y a des clubs de lecture? Ça veut dire, lorsqu'on dit club de lecture, on prend un livre, sociologie, politique, économie, et on va débattre sur le lire et le débattre sur. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas de liberté, tu ne peux pas l'organiser. Sinon, Justement, M. Ziani, est-ce que c'est possible aujourd'hui ce genre de débat dans la société? Est-ce que c'est toujours, entre guillemets, toléré ce genre de débat dans la société? Non, ils ne sont pas tolérés. Même les rares clubs de lecture qui restent de l'université de Bijaya, par exemple, il y a un seul collectif qui essaie d'activer dans le sens et moi, ça veut dire ils ne sont pas engagés beaucoup plus comme avant. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire les choses parce qu'il n'y a pas d'espace tout d'abord. Ils sont toujours interdits lorsqu'ils demandent l'autorisation de faire quelque chose. Ils sont toujours interdits. Tu ne peux pas organiser. À l'exemple, un certain temps, nous avons la libre, par exemple, la jeunesse, les gens, l'équilibre, c'est ce qu'on appelle le café littéraire. Maintenant, il n'y a pas de café littéraire. Et ça, tout est fermé. On ne peut pas continuer comme ça à avoir une fenêtre demain. Ça veut dire il y a le sous-développement. Et depuis, tous les cafés littéraires en ce moment sont interdits. On a interdit les cafés littéraires. Il ne reste que les tournois de football dans les villages. Il y a des discussions dans les cafés. Heureusement, ils n'ont pas encore fermé les cafés. Et même les cafés, ça veut dire il y a quelque part, tu ne peux pas parler comme avant dans les cafés. Maintenant, on essaye dans les cafés des quartiers, au village, de changer, discuter politique, mais en regardant à côté de notre époque, quels sont les gens à l'intérieur, est-ce qu'on connaît tout le monde pour en parler un peu de la politique, sinon on ne parle pas. Sinon, même le propriétaire du café interdit beaucoup plus parce que nous avons vu beaucoup de cafés qui ont été fermés pour un mois, juste parce qu'il y a des débats et des discussions à l'intérieur politique, juste parce qu'il y a des militants qui sont là-bas. Donc des cafés ont été fermés administrativement parce que des citoyens... Exact, il y a une échange politique à l'intérieur pour rien. Ça veut dire maintenant, actuellement, ils ont peur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tolérer de discussion politique à l'intérieur d'un café. Ça veut dire tu peux prendre ton café, discuter avec ton ami à côté, mais pour avoir les discussions les plus larges comme ça, comme ça veut dire notre culture, le café, ça tourne autour du café, c'est le lieu où toute la population se rassemble, soit le matin, soit le soir, soit avec les jeux, etc. Maintenant, on ne peut pas en discuter. Ça veut dire même le propriétaire interdit un peu, ça veut dire d'une manière gentille, mais il demande aux gens de ne pas crier, de ne pas parler beaucoup plus politique, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'il ne reste pour le pouvoir politique doit comprendre qu'il faut l'ouverture. On ne demande pas d'avoir une société libertaire à 100%. On doit juste permettre aux gens de s'exprimer librement, permettre aux gens de s'organiser, permettre un peu de débattre. Il faut qu'on débatte sur le sous-développement. Et pourquoi le Haraka? Le Haraka, il est venu parce qu'on n'arrive pas à encadrer les jeunes sans avoir un avenir, etc., avoir un emploi, avoir un digne. Ça veut dire avoir une vie digne, avoir un salaire, avoir les moyens, etc., d'avoir une voiture, d'avoir un logement, etc. Ça veut dire de remplir tous les besoins sociaux de la jeunesse et des citoyens, etc. On n'arrive pas. Et qu'est-ce qui pousse les gens à fuir?
En plus de les contacts dans la société, il n'y a pas l'étouffement, on est étouffé quelque part. La jeunesse, il est étouffé. On ne peut pas, on ne sait même pas comment on peut. Moi, il doit un peu s'ouvrir. C'est automatique, on doit s'ouvrir. Les flux sociaux encore, ça veut dire il faut qu'on débatte. Ça veut dire lorsqu'il y a un débat dans la société entre la jeunesse sur les risques, ça veut dire les dangers de prendre des psychotropes comme ça passe mieux que la répression, ça passe mieux que les contraintes de force, parce que tout le monde les défie. On connaît tous quelqu'un, c'est là qu'il essaie de trouver des solutions à fuir, à voler, etc. Maintenant, on doit en débattre. C'est des questions de la société. On doit en débattre. Merci Boualem Ziani. Merci Boualem Ziani. Restez avec nous. Monsieur Hanniche, lorsque les autorités ordonnent la fermeture administrative d'un café parce que des citoyens se rassemblent autour d'un café et discutent politique, comment vous qualifiez cette situation? Comment vous qualifiez la situation que vient de décrire notre ami Boualem Ziani? Je viens d'apprendre ce type de comportement. C'est tout ce qui est contraire à la liberté d'expression et à la liberté individuelle. Nous, on peut que être choqué. On aimerait bien que la jeunesse algérienne puisse avoir de plus en plus d'espace de liberté d'expression. Ça ne peut être que dans l'intérêt de tout le monde. Fuir la réalité, comme il vient de dire votre invité, dans les drogues, ça c'est fuir la réalité. Il faut qu'on affronte la réalité et on puisse aider cette jeunesse à affronter cette réalité. La réalité et l'avenir de cette jeunesse ne sera jamais celui de notre avenir, de notre présent à nous, ou le présent de nos parents, de nos grands-parents. Cette jeunesse va avoir un nouveau avenir, un avenir plein d'incertitudes, de dangers, aussi d'opportunités. Si on leur donne les moyens de profiter de nouvelles opportunités qui vont venir, ça ne peut être que bénéfique pour eux et pour les générations à venir. Mais si on les cloisonne, on les enferme dans des interdits et dans des réactions comme celle-là, ce n'est pas un bon exemple. Mais permettez-moi aussi d'aller dans ce sens-là. C'est que l'Algérie ne vit pas toute seule dans ce monde-là. Elle fait partie d'une dynamique internationale. Et ici, nous, en France, je peux vous dire une chose, vous pouvez le vérifier facilement. Il y a une semaine, pas plus tard qu'une semaine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les autorités ont fermé une mosquée pour 6 mois. Et c'est une pratique qui est devenue banale en France au point où on n'en parle même pas. On ne parle même pas des décisions des autorités françaises de fermer des mosquées, de fermer des associations, de dissoudre des associations humanitaires, des associations de défense des droits de l'homme ici en France. C'est devenu une pratique normale. Malheureusement, ce que est en train de faire la France actuellement donne de l'énergie et donne des arguments à d'autres pays dans le tiers-monde, par exemple l'Algérie et d'autres. Et ça, nous, ici, on dénonce ce type de pratique et on demande que les autorités arrêtent de fermer des associations. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ça vous pouvez le vérifier. La mosquée a été fermée parce que l'imam a cité le livre Le Jardin des Vertus, Riyad al-Salihin. C'est un livre que vous pouvez acheter partout, dans Amazon, chez Fnac, vous pouvez l'acheter, mais une mosquée ne peut pas l'utiliser et le lire. Mais Fnac et Amazon, ils peuvent les vendre. Donc ça, il faut arrêter de ce type de pratique autoritaire et anti-liberté d'expression, que ce soit ici ou là-bas, partout. Voilà, on aimerait bien que, surtout notre jeunesse, l'accompagner que la réprimer. Est-ce que ces situations en Algérie n'encouragent pas ou ne renforcent pas la volonté de la jeunesse de quitter à tout prix le pays et de risquer sa vie en pleine mer pour rejoindre l'autre bout de la Méditerranée? Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais si vous regardez, que ce soit les pays voisins, là, il y a pas plus tard que hier ou une semaine, ce qu'on a vu à Ceuta ou Ceuta,
C'est extraordinaire. En 24 heures, 72 000 personnes qui ont quitté qui sont entrées illégalement dans cette partie de l'Espagne. Donc, dans n'importe quel pays, que ce soit la Tunisie, la Libye, Mais c'est pas parce l'Égypte, que si on leur donne les chances, tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Monsieur Hanish, Ouais. la jeunesse algérienne ou la jeunesse marocaine ou la jeunesse tunisienne, c'est parce qu'il vit la misère, c'est pour cela qu'il veut quitter son pays. C'est pas parce que c'est la même chose au Maroc ou en Tunisie que c'est normal. Tout à fait. Et c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Il y a certains qui fuient la misère économique. Il y a d'autres qui sont de la classe moyenne, que ce soit dans ces pays-là, qui sont dans la classe moyenne. Donc, ils ne fuient pas la misère économique. Ils vivent, on va dire, globalement bien, mais ils veulent avoir un peu plus de liberté, un peu plus d'espace. Et aussi, il y a une autre chose. La jeunesse a besoin ou a une volonté lorsqu'on parle de la misère, Monsieur Hanish, lorsque l'on parle de la misère, est-ce que vous savez à combien est le SMIC algérien? Je pense 150, 300 euros. 300 euros. Il est à 92 euros. Ok. Il est à C'est 92 une euros. catastrophe. Après, il y a un autre phénomène malheureusement qui gagne notre jeunesse aujourd'hui, c'est la délinquance et la drogue. On va regarder ensemble cette vidéo. Il n'est pas question de durcissement, par exemple, de la législation pour plus de dissuasion. Dans la législation, parfois, on avait une législation, même dans d'autres domaines. Mais il faut appliquer la législation. Pendant 6 ans et demi maintenant, on a durci le code de procédure pénale, on a durci le code pénal lui-même, etc. Certaines déviations qui étaient acceptées, c'est 10 ans. بالنسبة لمحاربة المخدرات من زمان عندنا محاربة المخدرات استفيدوا بالأخرى. Mais c'est la première fois qu'ils وصلوا للإعدام. Il y a la condamnation à mort maintenant. اليوم عندنا on peut se prévaloir d'unité d'intervention تاعنا سيريوز بيحميو المواطن مش باش يظلموا المواطن باش يحميو المواطن والعائلات تاعهم واللي ضامن نفسه فوق العائله فوق القانون فوق كذا دبر راسو يتحمل مسؤوليته. Alors, la seule solution, Monsieur Hanish, je reviens justement vers vous, c'est la condamnation à mort des délinquants. Est-ce que c'est avec ce genre de procédé, est-ce que c'est le législatif qui doit régler à 100% cette situation des délinquants, notamment de la mafia des quartiers, etc. Et est-ce que ce n'est pas un autre cadre qu'il faut pour diminuer ce fléau qui gagne de plus en plus et qui ne cesse de prendre une ampleur dans notre société? Tout à fait. Vous venez de citer la mafia des quartiers, c'est une nouvelle forme de violence. Tout à fait. Et même, je dirais, je ne vais pas être paternaliste, mais c'est plutôt une jeunesse qui crie son désarroi, qui crie aidez-nous, on est complètement perdu. Et avec cette jeunesse, il faut faire deux choses. Il faut le côté répressif. Il faut qu'il y ait un côté répressif, mais tout seul, on ira droit au mur. Il n'y aura pas de solution. Ça, il n'y aura pas de solution. Parce que le côté répressif, c'est plutôt la base, le peuple, les mamans qui demandent qu'il y a une volonté, il y a un chiffon rouge qui doit être mis devant ces jeunes-là, mais il faut une volonté d'accompagner ces gens-là et surtout de leur donner des opportunités de formation. Il y a un côté positif. L'instruction en Algérie est formidable. L'école algérienne, malgré qu'elle a des défauts et tout, moi personnellement, d'autres aux côtés de moi ici, peut-être vous et tout, on est des produits de l'école algérienne et on est des bons produits, puisque lorsqu'on vient en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, partout, ben, facilement on s'intègre dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans le travail direct, on s'intègre vite. Pourquoi? Parce qu'on a été bien formés. Donc en Algérie, il y a des choses qui marchent bien, il faut les protéger, il faut les fructifier. Par exemple, l'école algérienne, lorsque je parle d'école, c'est tout le cursus, il est bon. Ben, il faut que ce cursus, à la fin, il ne faut pas que ça soit la finalité, c'est d'aller en Europe.
c'est d'aller en Occident. Non, il faut que ça puisse bénéficier l'économie algérienne, que l'économie algérienne puisse intégrer ces cerveaux-là, ces compétences-là. Il y a aussi, en Algérie, j'ai vu, je regarde régulièrement, j'ai aussi mes neveux, mes nièces et ma famille en Algérie. En moins de 30 secondes, M. Hanich, parce qu'on a débordé sur le temps de l'émission, s'il vous plaît. Ouais. Les petites entreprises, voilà, ça c'est bien. Les gens qui ont des bonnes idées, il faut qu'on mette les moyens. L'Algérie a les moyens, a l'argent, a les finances pour mettre les moyens derrière des gens de l'université algérienne qui ont des idées, de les accompagner pour que ces idées-là puissent devenir des projets qui bénéficient à tout le monde, à la jeunesse, à l'État, à l'économie, à tout le monde. Et il ne faut pas que l'école algérienne soit une école pour produire des cerveaux pour l'Occident. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut qu'on produise pour nous-mêmes. Merci, Monsieur Hanich. Boualem Ziani, en moins d'une minute, qu'est-ce qui a fait que la jeunesse algérienne est arrivée à ce degré de violence? Exact, c'est des phénomènes nouveaux. La violence, les bombes dans les quartiers, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Même on doit ouvrir, je vais dire, des ateliers, des réflexions sur ça, sociologiquement, parce que ce mal développement, il est généralisé. Il y a mal développement, on prend l'axe de la construction d'une nouvelle ville, des logements, des bâtiments comme ça, des cités. On fait déplacer des populations en masse. Là, ça commence à donner ses limites, notamment à l'université. Qui va contrôler? Quel est le quartier? Ça veut dire, quels sont les arrivistes au niveau du quartier qui va contrôler? Là, les bandes de quartier, c'est un problème. C'est un danger, notamment les bandes de quartier. Ça veut dire que ça commence à peser sur la sécurité au niveau des quartiers. Le deuxième élément, c'est les psychotropes qui fait trop mal à notre jeunesse. Et le haraga, ça veut dire on doit lancer des chantiers de développement. Nous avons choisi un mode de développement beaucoup plus autoritaire, centralisé, qui ne donne pas l'initiative, qui ne donne pas la liberté aux citoyens, qui ne donne pas confiance aux gens de s'exprimer, de donner ce qu'ils ont comme qualité. Là, c'est un problème. On doit un peu passer cette situation vers plus de liberté, vers plus d'encadrement de manière positive, d'avoir donné les moyens, etc., d'ouvrir des espaces d'expression et aider la jeunesse à avoir une formation de qualité au niveau de l'école, globalement. Ça veut dire lorsqu'un enfant merci Boualem Ziani. Il doit avoir le milieu de s'épanouir un peu dans les espaces éducatifs. Merci, M. Ziani, merci M. Hanich. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Encore merci.